Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Bienvenue dans le trio économique. Yann est toujours absent, mais Vincent a invité quelqu'un aujourd'hui, Kevin Brooks. Donc, je ne sais pas si je prononce bien ton nom, mais c'est comme ça que ça va Oh, être dit. c'est parfait, ça me va très bien. On dit plutôt Kevin Brooks en France, mais Brooks, ouais, ok, parfait. voilà. Mais je vais t'épargner mon imitation de l'accent français quand même. Euh, Vincent, ben, je te laisse expliquer un peu pourquoi tu as invité Kevin et de quoi on va discuter dans la prochaine heure à peu près. Ben écoute, c'est parce que, merci Kevin de venir. Puis la raison que je voulais inviter Kevin, c'est parce que présentement, il y a deux choses que j'arrête pas de répéter aux gens au Québec, surtout de la droite libérale, c'est de faire de l'hygiène intellectuelle. Puis, Je recommence. oui, je recommence aussi, je répète la même chose. Puis parmi l'hygiène intellectuelle qui est nécessaire, c'est qu'il y a bien des choses qui arrivent de France, qui nous transmet par les réseaux sociaux. Mais il y a des choses qui sont bonnes, puis il y en a qui sont, ben, moins bonnes. Puis je me disais que peut-être une des bonnes manières de permettre aux gens d'avoir des outils de triage de, de choses qui viennent de France puis pas de France, c'était d'avoir Kevin pour qu'il nous parle un peu de l'état de la situation politique française. Est-ce que, par exemple, tu sais, je sais qu'il y a bien du monde qui tripe sur Sarah Knafo ou des gens comme ça, puis ils vont dire, regarde, elle propose de dégraisser l'État enfin du libéralisme. Fait que je me disais, bon, ben, Kevin va être capable de nous donner une sorte de portrait parce que Kevin a été par le passé avec moi à l'Institut économique de Montréal. Donc, c'est un du vaste complot néolibéral. On l'a exporté en France, Mondial même, mondial. franco-canadien. Hein. Ouais, on l'a exporté Québécois, en, pardon. On l'a exporté en France. On se disait que c'était une bonne idée de faire du néolibéralisme en France parce que c'est clairement. Si j'écoute les médias français, en France, il n'y a que du néolibéralisme. Surtout depuis c'est quoi qu'il appelle le virage de la rigueur, là? Ouais, quelque chose Depuis comme ce ça. temps-là, c'est que du libéralisme en France. Oui, c'est l'austérité où il y a une augmentation des dépenses publiques, mais on l'augmente à un rythme moindre par rapport à avant. Du coup, c'est la rigueur néolibérale. Ah, Mhm. ok, C'est vous sûr. aussi, vous avez joué dans ce film-là. Ouais. Ouais, Mm. c'est pas mal Ok. constant dans la francophonie. Mais Kevin est aussi le président de j'allais dire Génération d'idées, mais là, j'ai un blanc qui me vient. Génération Moi, libérale. Génération libre. Génération libre, Génération libre. merci. Et je suis directeur, la présidente étant l'économiste Nathalie Janson. Mais voilà, bah, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je connais votre podcast, j'écoute de temps en temps, pas toujours, hein, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'épisodes, mais bravo pour ce que vous faites. Et je suis en train, juste pour information, d'essayer de trouver un format un peu similaire pour la France, dans les mois qui viennent. Voilà, parce que je prends la concurrence, mais surtout, on n'est pas vraiment en concurrence parce qu'effectivement, on a des hommes politiques en France qui sont, encore plus délirants, je dirais, qu'au Québec. Moi, j'ai vécu, 3 ans et demi. Et il y a des confusions qui sont entretenues et pour répondre directement à ta question, Vincent, il y a beaucoup de gens qui se réclament du libéralisme ou qui veulent réduire le poids de l'État, mais qui en réalité ne sont pas des exemples à suivre, ailleurs et qui ne sont pas des gens qu'il faut, à mon avis, voter en France. Et Sarah Knafo est un excellent exemple de ce que j'appelle le libéralisme hémiplégique, c'est-à-dire un libéralisme où en gros on aurait coupé un bras et ça ne peut pas fonctionner. Le libéralisme, c'est pas seulement, baisser les impôts, donc moi je suis favorable, c'est très bien, d'un côté et de l'autre de proposer des choses étatistes. Donc typiquement, Sarah Knafo et beaucoup de gens de la droite, ils veulent revenir en arrière. Ils sont nostalgiques d'un âge, d'or qui n'a pas vraiment existé. Et le meilleur exemple, c'est son projet extrêmement coûteux qu'elle a défendu quand elle s'est présentée aux élections municipales à Paris,
de rebétoniser toutes les berges de Seine pour reconstruire des routes là où c'est piéton. Donc c'est typiquement des projets, on va dire, de retour en arrière qui n'ont pas vraiment d'intérêt économique avéré. Donc il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut prendre avec cette droite, on va dire, qui est plus conservatrice et voire réactionnaire, hein. La distinction entre les 2, c'est réactionnaire, on veut revenir en arrière et recréer un passé. Alors conservateur, c'est accepter les évolutions, mais on va dire incrémentales. Et il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Et il y a beaucoup de gens en France qui croient qu'il faut en gros faire une sorte d'alliance entre les libéraux et les conservateurs nationalistes. Et moi je pense, enfin on pense à Génération Libre que c'est une mauvaise idée et que c'est pas comme ça qu'on va réussir à réellement dégraisser l'État. Est-ce que, première question que j'aurais envie de te poser par rapport à ça, au Québec actuellement, c'est peut-être vrai aussi dans le reste du Canada, il y a une espèce, on sent qu'il y a un vent favorable aux idées plus à droite, là. Donc même des partis de gauche ou traditionnellement de gauche se présentent devant les électeurs en disant non, je suis plutôt au centre et vous savez peut-être même centre-droit, mais sur certaines questions uniquement. Est-ce que c'est une mouvance qu'on voit en France au sens où les gens dont tu parles se réclament de peut-être un peu plus de droite au sens où on veut baisser les impôts, on voudrait déréglementer, mais uniquement parce que c'est comme l'air du temps de faire ça, mais qu'ils n'y croient pas vraiment au final. Est-ce que tu sens Oui, il ça y a un peu? ça. Il y a une poussée, on arrive au bout d'un système où les Français commencent à comprendre que ça ne marche plus parce que les services publics sont de moins en moins efficaces. On dépense de plus en plus d'argent. Heu il y a de plus en plus de plans. C'est-à-dire que Macron a moi je le dis dans un livre qui va sortir, j'ai calculé qu'il avait lancé une vingtaine de plans national, sur l'économie, et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Les Français, ils commencent à réaliser qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ils sont très insatisfaits de leur classe politique, des résultats, et ils associent ça, pour certains, au libéralisme économique, il y a beaucoup de candidats qui se sentent obligés de faire des signes, on va dire, pour dire: «Oui, oui, on paie trop d'impôts. Oui, oui, il y a trop de réglementation, il y a trop de normes». C'est vraiment il y a un vent de volonté de simplifier la vie des Français, mais c'est des postures, et derrière, quand on creuse un petit peu, il y a on se rend compte qu'il y a pas un vrai projet de société très bien, défini, quoi. C'est-à-dire qu'on dire très concrètement, il y a des gens comme Éric Ciotti et ça a coûté la tronçonneuse en public. Il se filme avec une tronçonneuse, tout ça, pour imiter Javier Milei. Ils se sentent obligés de le faire. Mais quand ils se lèvent le matin, ils pensent pas à ça, là. Ils se pensent pas: «Je vais rendre la liberté aux Français». Ils se disent plutôt que, «Je vais essayer de gagner les élections et surtout, je vais essayer de réduire les flux migratoires. Je vais être très étatiste sur, Mmh. qui rentre, dans notre pays et je vais même mener des politiques anti-patrons», parce que c'est ça, en fait, ce qu'ils veulent mener en termes de gestion des flux migratoires. Ils veulent pas regarder l'économie, ils veulent juste flatter, on va dire, des instincts, peuvent se comprendre, hein, de peur, de crainte de la population vis-à-vis de certains types de populations. Ils veulent jouer avec ça pour gagner les élections. Voilà. Et ça fait pas un projet de société, on va dire, libérale ou d'émancipation de l'individu, quoi. Mmh. Oui, absolument. Ouais, c'est ça, il y avait un petit enjeu, au niveau du son, mais ça semble se régler quand je mute Vincent. Donc c'est D'accord. c'est encore mieux, comme ça, il ne peut pas parler. Mais fait que Je me Vincent, demandais mais pourquoi il juste quand parlait pas. non, c'est ça, mais juste Vincent, quand tu vas vouloir parler, ben, juste réactiver ton micro, comme ça va, Mais en fait, parce que je j'ai l'impression que le noise cancelling embarque par-dessus Kevin, puis ça fait fermer son son, là. je pense que c'était plus mon internet qui avait un petit hiccup parce qu'on a apparemment des gros vents en Virginie. Fait que ça nous dérange autant que vous autres avec du verglas. Mais la première chose, moi, qui me vient en tête, c'est de donner un peu des chiffres de grandeur, puis ça va mener à une question. La France, la dernière fois que j'ai regardé les dépenses sur PIB de l'État, c'est 58% de l'économie. Puis c'est nettement plus que des pays comme la Suède ou l'Allemagne qui sont dans le bas 50 plutôt que le haut 50. Puis le point, c'est que je suis pas capable de trouver des pays, à l'exception des pays comme l'Angleterre en période de guerre où les dépenses de l'État ont été aussi extrêmes puis là je parle de la Deuxième Guerre mondiale, que c'est aussi extrême. Fait que je me demande si c'est pas l'espèce de discours factice de libéralisme que certains adoptent en France. Est-ce que c'est, tu dis par opportunisme, mais c'est pas aussi juste parce qu'il n'y a plus vraiment de place pour être crédiblement
à gauche, très à gauche en France, puis dire on peut juste continuer de grossir l'État. À ce point-là, il me semble qu'il y a juste comme il y a un seuil supérieur. Oui, bah, c'est-à-dire que, il y a le discours de façade et la réalité. C'est-à-dire que, le premier ministre François Bayrou du MoDem, hein, qui est un des rares politiques, alors centriste lui, qui a tiré la sonnette d'alarme il y a une vingtaine d'années sur la dette publique. Lui-même, il a engagé la responsabilité de son gouvernement sur le sujet. Il s'est fait jeter, on va dire, par les parlementaires qui ont fait la course, qui disaient: «Oui, oui, bien sûr, c'est très grave la situation budgétaire». Mais globalement, ils ont flambé la caisse une fois de plus. Chaque année, c'est la même chose. Et en fait, c'est des bouts de petits intérêts corporatifs, de petits amendements d'exception, de petites augmentations de taxes qui, de manière chaque année, augmentent l'addition. Mais personne n'a un discours d'assumer: «Oui, je vais augmenter les dépenses publiques, évidemment, je vais, c'est pas grave», personne ne dit ça. Mais en fait, le problème de la France, c'est le corporatisme. Mmh. On est vraiment une société de monarchie républicaine où chacun a son petit avantage et souvent quand on discute avec des gens de droite, ils vous disent: «Oui, c'est la gabegie, il y a trop de dépenses, il y a trop de fiscalité, ça a aucun sens» et quand on dit: «Alors par contre, on va supprimer des aides sur les entreprises, hein, il y a pas de problème, même sur les PME en province qui se trans» «Ah bah non, ça on touche pas». Voilà. Il y a toujours et il y avait un sénateur là, vous tapez Claude Maluret, sur, Google, vous verrez, il a écrit un discours, il explique que la France est arrivée à un point de non-retour où chaque clientèle, chaque homme politique a des clients au sens propre du terme et que, personne n'ose bouger le moindre paramètre, sinon, bah, ça fait, des levées de boucliers corporatistes, quoi. Je pense que la France est un pays social étatiste par corporatisme et aussi par le fait que c'est plutôt la droite qui a designé le modèle social français dans les années 60 et qu'il l'a Mmh. designé de manière que même les classes moyennes n'ont pas intérêt à toucher à l'ensemble de l'édifice. Alors que dans d'autres pays comme les États-Unis, par exemple, que vous corrigerez, ou le Royaume-Uni, l'État-providence a quand même été construit vraiment pour les pauvres et vraiment en taxant beaucoup les riches. Alors qu'en France, tout le monde, a la main dans le pot de miel, si je puis dire, quoi. Mmh. On a vraiment atteint ce que disait Frédéric Bastiat, quoi. C'est l'État français, c'est la grande friction. À travers chacun s'efforce de vivre aux dépens des autres, quoi. C'est vraiment devenu ça. Et le gros problème, c'est quand même les classes moyennes, les gens qui pourraient être sensibles, les petits même les j'étais avec un chef d'entreprise sur une terrasse de café à Grenoble l'autre jour, une petite ville, du sud-est de la France, dans les montagnes, très jolie. Et le type, je lui dis: «Bah, il faut tout simplifier». Moi, je lui dis: «Il faut tout simplifier, il faut que ton travail soit de produire de la richesse, pas de remplir des formulaires». Il a dit: «Ouais, mais si tu simplifies, je vais perdre cet avantage fiscal, je vais perdre ça, enfin, j'ai peur, quoi». Donc dès que vous voulez simplifier et réformer, même les petits chefs d'entreprise et le type, il est libéral comme vous et moi, a priori, sauf dès qu'on veut réformer ces petits trucs quoi, de chef d'entreprise, où c'est un labyrinthe, mais il s'est rusé avec le système, donc il arrive à payer quasiment pas d'impôts. Alors si on simplifie, lui, il va pas être content parce qu'il va payer le vrai taux, quoi, vous voyez? Et à mon avis, c'est ça qui explique, Mmh. le taux de 57 de dépenses publiques en France, plus qu'ailleurs, quoi. Mais ça revient un peu à quelque chose qu'on dit souvent, Vincent, c'est qu'à un moment donné, l'étatisme est une espèce de marche en avant où la bureaucratie grossit, grossit, et tout ce qui s'organise autour d'elle vient qu'à tirer avantage de tel petit règlement, tel petit règlement. Puis là, on aurait tendance à penser un peu grossièrement que, bon, il y a les libéraux d'un côté et les étatistes de l'autre, qu'ils soient de gauche ou de droite, mais en réalité, c'est qu'il y a très peu de gens qui ont intérêt objectivement à ce s'ils réfléchissent uniquement individuellement à ce que ce système-là s'arrête parce qu'ils ont instrumentalisé toutes sortes de lois et de règlements pour se mettre eux-mêmes à l'abri de la concurrence, pour Mmh. empêcher de mettre des barrières à l'entrée dans un paquet d'industries. Puis en fait, c'est fascinant. On le voit ici beaucoup, nous, en Amérique du Nord, lorsqu'il y a des renégociations des accords de libre-échange. Et là, c'est la levée de tous les lobbies qui veulent se mettre à l'abri de l'accord, qui veulent être exclus, qui veulent des exceptions. Et c'est pour ça qu'on aurait tendance à penser qu'un accord de libre-échange, en fait, c'est 2 pages, 8,5 par 11, où c'est écrit en gros qu'on peut commercer librement. Mais en réalité, ça fait 1 mètre de haut parce qu'il y a plein d'exceptions, parce que tout le monde veut se mettre à l'abri finalement de la concurrence. Donc, ça ne me surprend pas ce que tu dis que lorsqu'on propose des réformes en France, ben, tout le monde, en fait, les retraités ne veulent pas partir à la retraite plus tard, les jeunes ne veulent pas ci, ne veulent pas ça, les propriétaires d'entreprises trouvent que c'est plutôt avantageux d'avoir telle norme ou telle norme. Mais au final, qui propose du libéralisme en France? Moi, à chaque fois que je regarde l'actualité française, qui m'arrive quand même pas quotidiennement, mais pas loin, là,
En fait, je suis sidéré de voir que le point de vue libéral est est totalement presque totalement absent, là. En fait, on a le cliché qu'on dit un peu, que je disais un peu, moi, c'est qu'en France, c'est tellement étatiste que même l'extrême droite est de gauche, là. C'est un peu la Mais c'est boutade que surtout c'est rigolo, mais surtout en France, c'est plutôt un fer à cheval, c'est-à-dire que l'extrême droite, le programme de Marine Le Pen sur les questions sociales est très proche de celui d'LFI en réalité. Après vous avez une droite et une gauche, un centre droit, un centre gauche. Mais au sein du centre droit, alors moi, disclaimer, moi j'ai travaillé pour un parti qui s'appelle Les Républicains. J'étais leur directeur des études adjoint. J'étais chargé d'écrire le programme aux élections européennes. Et je le dis, totalement librement, mais en fait, j'étais un des seuls libéraux, de ce parti-là. Et en fait, c'était des rapports de force et le colbertisme, l'état stratège, comme ils disent. L'élément de langage à droite, c'est l'état stratège et de dire qu'il y a des technocrates bien faits, qui ont fait des longues études et qui sont plutôt conservateurs, qui sont de droite, qui sont voilà, qui sont très des gens très bien, très très intelligents ce et que vous bah, appelez les énarques, entre autres, je pense. exactement, j'en parle de l'énarchie. D'ailleurs, c'est un concept développé dès les années 60, l'énarchie. Et je sors un livre sur les élites politiques françaises là, le mois prochain et j'explique que en fait, vous faites des réunions avec ces gens-là, ils vous disent: «Tu es de quelle promotion?» Et je lui dis: «Bah, en fait, moi, j'ai pas fait l'ENA» et du coup, en fait, dès les premières secondes de la réunion, je suis décrédibilisé et le fait que j'ai un doctorat en sciences politiques, que j'ai publié des articles, ça n'en a rien à faire, que je fais pas partie d'une petite caste de gens bien formés, qui ont une vision stratégique de l'État français, qui ont l'amour de l'État aussi très important. Ils y croient, hein, moi, ils ont un sens d'amour de l'État et ça, c'est la droite État stratège, cluster qui disent: «Bah, il faut organiser, voilà, pour l'industrialisation», ils ont des plans et quand vous Pour dites: «Mais nos ça, c'est un truc auditeurs, de socialiste». Quoi? pour nos auditeurs, ça veut dire Pierre Fitzgibbon, mais mieux Ouais. habillé avec un français plus soigné. Ben, Pas les Zeppelin, pas les projets de Zeppelin dans le nord du Québec, effectivement ouais, c'est financés, ça. Flying Well, c'est pas le Ouais. gouvernement du Québec, il c'est un et c'est plus déguisé, mais ça revient au même, hein, globalement et Oh oui, encore, ça dépend des subventions, hein. ben, écoute, je Mmh. voulais pas aller là Mmh. nécessairement, mais ce que Frank t'a posé puis ta réponse que tu viens de me donner me donne envie de faire une petite de te faire entrer dans une petite parenthèse. Parce que pour les gens de droite au Québec, puis là, je dis droite le plus largement, une des figures les plus récurrentes, c'est Mathieu Bock-Côté. Et le nom qu'il mentionne tout le temps, c'est Charles de Gaulle. Et souvent, ils vont regarder les clips de lui à CNews où il va dire gaulliste. Et j'ai une petite irritation avec ça, puis je voudrais savoir comment est-ce qu'un libéral se voit face à cette espèce de discours-là, parce que c'est comme si c'était un discours de l'homme providentiel en politique qui unifie la nation autour de l'État. Puis c'est comme ça que je le vois, puis c'est toujours été un peu surpris que ça soit ça le référent le plus commun parmi la droite en France, que Ouais. ce soit De Gaulle. Donc, je peux-tu te demander juste, c'est très formatif comme idée, mais c'est quoi, comment est-ce qu'une personne plus libérale répond à l'idée du gaullisme slash le culte du général de Gaulle? Bah, aujourd'hui, chez les jeunes générations, il y a un souvenir assez lointain de général, mais globalement, il y a ce réflexe de l'homme providentiel et l'idée de dire: «Les Français sont convaincus qu'à travers l'élection présidentielle, on élit un quasi-roi, un quasi-dieu qui va résoudre les problèmes des Français». Cette croyance très ancrée et ça, c'est très, très fort à droite parce qu'on croit aux leaders, parce qu'on a eu, on a un courant qui s'appelle, le bonapartisme et De Gaulle s'est inscrit dans cette lignée. L'idée de dire qu'il ne doit pas avoir d'intermédiaire entre le leader et son peuple et que, le leader doit être charismatique, avoir une vision pour la France et le tirer vers le haut, en s'aidant justement de gens bien formés, d'écoles d'État, qui ont une vision, militaire un peu des choses. Et ça, c'est très, très ancré, encore, dans, la droite française, même si, ils ont, élu, Bruno Retailleau, qui est plutôt dans un courant de la droite conservatrice de province et cetera, qui est plus dans la défense des valeurs, on va dire traditionnelles, et qui est moins gaulliste d'ailleurs et il est moins dans l'incarnation, du leadership. Mais ça, c'est vraiment très important, dans la droite française et je pense que ça pose problème. Un libéral, qu'est-ce qu'il répond à ça? Un libéral répond qu'en fait, ces leaders, quand on confie toutes les chances de la nation dans les mains d'une seule personne, les probabilités qu'il fasse des erreurs est très importante et qu'il fasse des erreurs irréparables est très important et qu'aujourd'hui, en fait, il y a une seule chose qu'on n'a pas essayé en France et qui est à mon avis le seul remède pour sortir le pays qui est dans une voie argentinisation de Grèce.
C'est-à-dire que pour moi, dans 20 ans, on est à l'état de la Grèce il y a 10-15 ans, qui s'est relevé depuis. Eh bien, c'est d'essayer le libéralisme, hein, de redonner le pouvoir, la souveraineté de l'individu. Parce qu'il parle tout le temps de souveraineté, hein. D'ailleurs, Mathieu Bocoté aussi, je crois, vous me corrigerez, mais il parle tout le temps de la souveraineté du Québec, la souveraineté du peuple français, etc. Mais je dis, mais il y a une souveraineté qu'on n'évoque jamais, c'est la souveraineté de chacun sur ses choix de vie, chacun sur ce qu'il fait de son argent, en fait. Et ça, quand on l'essaie, en général, ce que moi je défends beaucoup à Génération Libre, l'idée de dire que, bah, regardez, quand la Suède a essayé les réformes libérales dans les années 90, ça marche beaucoup. Jean Chrétien, ce qu'il a fait en gros entre 95 et 2000, ça a plutôt bien marché au Canada. Et c'est ça qu'il faut essayer pour la France. Et c'est un paradoxe, c'est ça qui m'énerve souvent, c'est que la France est la patrie de la théorisation du libéralisme. C'est-à-dire qu'on a eu Jean-Baptiste Say, Benjamin Constant, Frédéric Bastiat, on a les plus grands penseurs là. On n'est pas étranger à la tradition libérale, au contraire, on l'a en partie façonné avec d'autres, avec Mhm. des Anglais, des Écossais. Et pourtant, on est un pays, maintenant, on est devenus les champions de l'étatisme. Quand on regarde les dépenses publiques, la fiscalité, la réglementation, on est vraiment très mauvais, quoi. Et donc, c'est pour ça que bah, ce qu'on essaie de faire à Génération Libre, c'est de tirer la sonnette d'alarme. Et nous, on propose des deals. Donc, par exemple, on propose le deal de baisser de 150 milliards d'euros les aides aux entreprises, de baisser de 150 milliards d'euros les impôts qui pèsent sur les entreprises. On essaie de convaincre la population en disant, mais regardez, vous avez des avantages si on libéralise. Vous allez retrouver du pouvoir d'achat et du pouvoir sur votre propre vie, quoi. On essaie de défendre ce narratif un petit peu. Après, j'ai pas dit que c'était simple, hein, et qu'on avait gagné, mais en tout cas, il y a quand même des candidats comme David Lisnard, le maire de Cannes, pour répondre à ta question, Frank. Le maire de Cannes se saisit beaucoup de la thématique libérale. Il cite Hayek, c'est un grand lecteur d'Ayn Rand. Vous regarderez son programme, il a des bonnes idées, comme par exemple sur les aides aux entreprises, sur la baisse de la fiscalité, la décentralisation, parce que le problème, c'est que tout est décidé à Paris, en France, globalement. Il a des bonnes idées. Vous avez aussi quelques candidats qui évoquent quelques idées par-ci par-là, comme le maire de Du Havre, là, Édouard Philippe, qui a déjà dit qu'il y avait beaucoup trop d'aides aux entreprises, trop de réglementation. Bon, mais c'est à chaque fois, c'est des petits morceaux, parce que si vous regardez David Lisnard, il a un programme traditionnel en matière d'immigration, quoi. Il dit: «Il faut diviser par 6 ou 8 le nombre d'immigrants en France». Et ça, c'est très planificateur, quoi, Mhm. qui moi, ce que je dis souvent aux hommes politiques qui veulent réduire les flux migratoires, c'est combien? Et la question, c'est qui décide, quoi? Et en fait, je leur dis: «Bah, vous voulez décider comme les socialistes de la production et de choses, mais vous savez pas réellement quel est l'optimum d'immigration en France, quoi». Et donc il a quand même ces réflexes-là en matière migratoire, mais sur les autres sujets, il est plutôt pas mal, donc Mhm. mais voilà, c'est un peu. Et aussi il y a des backbenchers, des députés peu connus du grand public, jeunes. On sent beaucoup d'appétit chez les jeunes députés, en fait. On discute beaucoup avec des députés à Génération Libre, et chez les jeunes, on sent qu'il se passe quelque chose, donc on mais le problème, c'est qu'ils sont dispersés dans 4 partis, quoi. C'est ça, en fait. En France, là, il y a un éclatement des partis. Il y a pas de parti qui pourrait devenir le futur parti libéral, français, quoi. Ben, c'est ce que j'allais. Non, t'es muté, Vincent. Parce que ton son ambiant fait beaucoup de bruit. Fait que c'est pour ça que quand tu parles pas, j'ai coupé ton son. Mais j'allais dire, euh, j'allais dire, Kevin, c'est ça, là, pour nous au Québec, pour les gens d'Amérique, quand on regarde le paysage politique français, ce qui saute aux yeux rapidement, puis c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en Europe, mais beaucoup moins en Amérique, c'est la multiplication des partis. Bon, aux États-Unis, il y a juste deux partis. Au Canada, il y en a essentiellement deux aussi. Malgré quelques options un peu plus groupusculaires. Mais au Québec, quand même, on s'en vient avec 5 partis qui peuvent avoisiner autour de 10-15 des votes selon les périodes. Mais en France, c'est tout à fait fabuleux. Là. Je regarde ça devant moi, j'ai le dernier sondage. Donc là, on nous dit qu'il y aurait une candidate pour Lutte ouvrière, pour LFI, donc la gang à Mélenchon, Roussel au Parti communiste français, Madame Tondelier chez les écologistes, on aurait des candidats pour le Parti socialiste, pour Ensemble, pour les Républicains. Ensuite, on aurait Villepin avec LFH, Nicolas Dupont-Aignan, le candidat RN, que ce soit Bardella ou Le Pen, Zemmour. Et là, il y en a d'autres, là, des micros. En fait, il y a genre une quinzaine de candidats là, sur le ticket. Comment on fait pour se retrouver là-dedans? Puis si on est pur, là, quelle formation politique ou quel groupe on serait le plus susceptible de peut-être retrouver des idées libérales là, dans tout ça? Là? Bah, c'est une très bonne question. Alors, il faut distinguer 2 choses. On a une tradition, on va dire, assez ancienne en France d'avoir d'accepter beaucoup de petits candidats à l'extrême gauche. Voilà, ils se divisent entre eux. Bon, ça, c'est classique, hein, depuis, on va dire, les années 80. Vous avez toujours beaucoup de petits candidats. Vous avez toujours les candidats tout croche.
Je crois que ce que j'appelle les candidats tout croche, c'est-à-dire, Nicolas Dupont-Aignan, là, je crois que c'est la troisième e 4e fois qu'il va se présenter, voilà, il a plein d'idées, tout à fait originales, complotistes, il est pro-russe, bref. Donc mais parmi les candidats sérieux, ça s'est multiplié parce qu'au sein du camp, on va dire centre-triste, centre droit, maintenant il y a plus que des petites écuries. Ouais, En fait, quand vous avez plus d'idées, quand vous avez plus de projet de société, il vous reste, juste, sauver son siège ou défendre sa personne et interagir directement avec les électeurs. C'est ça à peu près ça qu'on observe et qui fait que ça se disperse. On observe comme aux États-Unis une polarisation entre 2 camps. Moi, j'en peux plus tous les matins, en fait, en France, on entend LFI qui a des outrances, en fait, très communautaristes, on va dire, et en face, vous avez l'extrême droite qui répond, et qui a des outrances très anti-communautaristes et anti certaines communautés surtout. Et en fait, le match est en train d'être volé, on va dire, par 2 extrêmes, quoi. Et au centre, vous avez une multiplication d'égos et comme le macronisme est complètement finissant, on va dire que c'est un champ de il a laissé un champ de ruines au centre, Macron, parce que tout le monde essaie de se dire: «Ah non, moi j'ai jamais connu cette personne». Et bien, vous avez plein de petites écuries qui se multiplient pour essayer de gagner le centre droit et c'est pour ça que vous avez 15 candidats, quoi. Mais mettons quand vous êtes, ça dépend quel type de libéral vous êtes. Si vous êtes libéral conservateur, bah, il faut plutôt aller chez les Républicains à droite. Si vous êtes libéral complet comme Vincent Geloso, je dirais, non, Vincent Geloso est trop radical pour qu'il y ait un candidat qui le représente, quoi. Faudrait qu'il se présente, mais globalement, vous allez plutôt, miser sur un libéral centriste, mais en réalité, ce qu'on dit à Génération Libre, c'est qu'il n'y a pas de parti libéral en France et c'est le rôle des think tanks de travailler sur l'opinion publique pour que dans 20-30 ans, il y en ait un. Voilà, c'est un peu ça notre mot d'ordre. Ce qu'on essaie de faire, c'est préparer les esprits pour que les gens de notre génération, qui seront les plus impactés négativement par cet État-providence obèse, et bien que cette génération ait la chance dans 20 ans de pouvoir, voter et voire élire un mmh, premier ministre ou enfin surtout un président, libéral, quoi. Donc on se fait pas d'illusions. D'ailleurs, c'est assez intéressant dans mon équipe, on est tous désillusionnés, il y en a certains qui vont voter pour Horizon, d'autres pour les Républicains, d'autres pour un et ça montre vraiment que, bah, malheureusement, c'est pas terrible d'être, libéral en France aujourd'hui en termes d'espoir politique, quoi, à très court terme. ouais. Écoute, Voilà. il y a une autre question qui me vient à l'esprit, puis je Mmh. vais laisser Vincent après interagir, là, mais est-ce que en France et en Europe, le plus largement, le terme libéral désigne encore la philosophie plus généralement du libéralisme? Parce que un problème qu'on a, nous, particulièrement en Amérique, c'est que le terme libéral est devenu plutôt ce que les Américains en entendent, c'est-à-dire par liberals, là. Parce qu'au Québec, on a un parti libéral qui est aucunement libéral. Au Canada, on a un parti libéral qui est étatiste maintenant assumé là, avec on pense que ces gens-là pensent que le rôle de l'État, c'est de faire des TGV à 100 milliards de dollars alors que personne ne l'a demandé. C'est là où on est rendu. Là. Donc, est-ce que le sens du mot libéralisme ou libéral en France a été préservé? Parce que chez nous, c'est pour ça qu'en Amérique, il y a autant de gens qui disent maintenant qu'ils sont libertariens ou libéral classiques, puis trouvent d'autres manières d'exprimer l'idée, parce que le terme libéral a comme été coopté, Fossoyé. fossoyé par d'autres gens finalement, qui se sont revendiqués de l'étiquette. Mais lorsqu'on regarde objectif, parce qu'au Québec, on pourrait se dire, ah, c'est le fun, il y a un parti libéral. Mais ce parti libéral-là, à la dernière élection, nous proposait de nationaliser l'hydrogène ou je ne sais plus trop quoi. Là. C'est l'hydrogène. Donc tu vois un peu où ça se situe Oui, la bien question. sûr. Vous avez même le même problème que les Américains. Bah, le grand détournement, c'est le titre d'un bouquin sur ce sujet qui est génial. C'est Alain Laurent, un philosophe libertarien français, qui a écrit un bouquin sur le mot, le détournement du mot libéral aux États-Unis. Lui, il dit que c'est dans les années 20-30, là, au moment du New Deal, où il y a des New Liberals qui disent nous, on est libéraux, par contre, le laisser-faire, c'est pas bien. Par contre, le libéralisme économique, c'est pas bien. On garde que le libéralisme politique et vaguement sociétal, en disant progressiste. Et en fait, ils ont gagné le match des idées dans les années 30-40, parce qu'il y avait un contexte très défavorable pour les vrais libéraux de se battre, les libéraux classiques, quoi. Et après-guerre, Hayek disait: «Bon, bah, moi, je suis gêné là avec le mot libéral. Bon, libertarian, c'est pas si mal, mais bon, moi, je vais dire à titre personnel, libéral classique ou Whig». Voilà. Et donc, c'est comme ça que lui, Hayek, le grand penseur du libéralisme du XXe siècle, a résolu le problème. Nous, on a été préservés en France, notamment parce que dans les années 70, 80, 90, on avait un mouvement libéral pas mal, qui était assez efficace et influent en politique au centre droit. Et on a eu même un candidat libéral à l'élection présidentielle qui s'appelait Alain Madelin. Je lui Mhm. rends hommage ici parce que c'est un peu notre la figure et qui est toujours en activité d'ailleurs. Je précise qu'on partage ses locaux avec Génération Libre, donc on le connaît bien.
Et Alain Madelin, il avait quand même défendu le mot et il était très clair dans ses idées. Il a fait beaucoup pour populariser la pensée libérale française classique, c'est-à-dire en gros Bastia, et cetera. Et du coup, c'est assez clair chez les journalistes français ce que ça veut dire et chez les gens, c'est-à-dire plus de marché et plus de liberté politique en gros, et donc ça, au moins, on n'a pas à se battre avec le mot. Ça, c'est un avantage qu'on a par rapport à vous, parce que moi, je suis arrivé au Québec, imagine, c'était en 2017 et là, je vois, il y a un parti libéral, j'étais tout content et après, je suis allé à des réunions pour l'anecdote, je suis allé à des réunions de parti libéral. Je me souviens, je discutais avec les gens, je me suis dit: «Mais c'est quoi ça?» Mais en fait, c'était des sociaux-démocrates, quoi, c'est le parti social-démocrate, voilà quoi, et en plus, il y a des nuances. Moi, j'étais déjà allé à Vancouver, c'était pas si mal dans les années 2000. J'étais étudiant là-bas. Là, le parti libéral, de Colombie-Britannique, c'était pas si pire, mais je sentais que c'était aussi très, en économie, c'était très modéré quoi. C'était pas des vrais libéraux quoi. Alors qu'en France, ces gens enfin, les ceux qui disent libéraux ont compris que la liberté économique était indispensable aux autres libertés, que enfin, on peut pas découper la liberté en tranches, hein, comme disait, l'économiste Pascal Salin, c'est un tout quoi. Donc ça, on n'a pas trop de difficultés à ça. Et là, on se bat, c'est plutôt contre la droite radicale ou l'extrême droite, vous l'appelez comme vous voulez, qui dit: «Moi, je suis libéral, moi, je suis libéral», mais en fait, ouais, on peut pas être que libéral sur le portefeuille et dire par contre que les homosexuels, bon, c'est quand même une déviance, ou vouloir réduire le droit de certaines catégories de population, sortir de l'Union européenne, enfin voilà, ou mettre des barbelés aux frontières. True story, hein, l'extrême droite, ce qu'elle proposait aux élections européennes, mettre des murs avec des barbelés pour empêcher. Bon bref, vous pouvez pas être libéral et proposer ça à la fois, quoi. Voilà. Ben écoute, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis qui m'ont donné envie de poser des sous-questions. Fait que la première, je vais en poser deux. Une qui est plus mince, puis l'autre qui est plus large. Alain Madelin avait quand même été dans les années 60, tu vas voir, il faut que je fasse le petit préambule, avait été dans les gens de l'anti-mai 68 et il était proche, en fait, au début de ce que tu pourrais appeler l'extrême droite, mais plus casseuse, là, proche de Jean-Marie Le Pen, disons, dans ses premières versions. Il a abandonné tout ça plus tard, il a renié ce passé-là. Ce qui me donne un peu la question, coincée, la plus grosse question des deux, coincée entre les deux extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche, qui est avec la France insoumise, LFI. Comment est-ce qu'on fait, si on est libéral, d'essayer de naviguer entre ces deux extrêmes-là? Parce qu'à un moment donné, tu peux dire, on peut essayer de composer un socle avec les gens du centre, mais la pédagogie d'avoir plus de Alain Madelin, de gens qui font le reni du collectivisme de droite ou de gauche, comment tu fais pour essayer de naviguer ça, ou est-ce qu'on y va vraiment avec, on se dit, les extrêmes, c'est des causes perdues, qu'on ne peut pas les convaincre, alors coincé entre les deux extrêmes, voici ce qu'on peut faire. C'est plus ça les deux questions que j'ai. Je vais parler du discours qu'on tient et puis la stratégie qu'on met en place. Le discours, c'est de dire, en fait, on en a marre, des collectivismes et des communautaristes de droite et de gauche qui nous disent quoi faire, nous dire comment être. Moi, je suis un individu, je suis d'abord, fan de heavy metal, ensuite, français, ensuite européen, ensuite d'origine. En fait, mes origines, mon identité, c'est propre à moi, là, et personne ne peut me l'imposer. Et du coup, ça, on défend, et la gauche va assigner, l'ethnicité à la communauté des gens, les empêcher de s'épanouir en tant qu'individu, et la droite radicale, c'est la même chose. Donc en fait, il faut tirer la sonnette d'alarme, dire: «Il y en a un ras-le-bol». On sent poindre un ras-le-bol un petit peu de certains Français, on va dire, pas forcément politisés, des abstentionnistes qui en ont ras-le-bol de voir ces gens se battre à la télé en disant: «Si tu manges du barbecue, ça veut dire que tu es un patriarcal», et cetera. Ou alors si tu, manges de la quinoa ou que tu fumes du cannabis, c'est que tu es un gauchiste dépravé. En fait, ils en ont marre de ces guerres culturelles. Donc je pense qu'il faut jouer sur le ras-le-bol dès qu'ont les gens avec ces guerres culturelles qui n'ont aucun sens, et défendre, une fois de plus, l'identité individuelle. Comme disait Ayn Rand, la plus grande minorité, c'est quand même l'individu, quoi. On n'en parle jamais, et donc il faut défendre l'individualisme en disant: «Chacun fait ce qu'il veut de sa vie tant qu'il empiète pas sur celle des autres». Il faut que quelqu'un qui est musulman puisse choisir de ne plus l'être. Quelqu'un qui n'était pas de l'être, en fait, faut les foutez la paix aux gens. Arrêtez d'emmerder les Français, comme disait, on avait un premier ministre qui s'appelait Georges Pompidou qui disait ça à l'époque. Arrêtez de les emmerder, laissez-les être comme ils veulent. Donc ça, c'était sur le discours général, quoi. Après sur la stratégie, nous, notre porte-parole des jeunes, on a créé un mouvement qui s'appelle les Jeunes libéraux. Je vous invite à regarder le parcours de Lucas Moulard, notre porte-parole.
Eh bien, lui, il s'est égaré dans la droite radicale quand il était jeune. Il a été candidat, au Rassemblement national, on assume. Les journalistes de gauche nous aiment pas pour ça, mais en fait, on est ravis d'accueillir des gens qui renient leur engagement. Il explique que lui, c'était parce qu'il était contre, la gauche radicale. Après, il a compris qu'en fait, la droite radicale avait, des idées économiques assez similaires et que quand vous êtes LGBTQ comme, c'est son cas, et bien, en fait, la manière de combattre, de défendre ces minorités, c'est la liberté, en fait. Donner la liberté aux Mmh. gens de faire ce qu'ils veulent de leur corps, de leur vie et que son combat, c'est le libéralisme et ça, il l'a compris. Bon, il est jeune, il a je pense qu'il a début vingtaine et donc il a cheminé. On a créé un mouvement de jeunes libéraux pour inviter les gens à cheminer en disant aux gens: «Arrêtez avec ces guerres culturelles, l'espoir de votre génération, c'est le libéralisme. C'est pas, se fermer les frontières, se replier sur soi, se déconnecter du monde, arrêter le commerce international d'un côté et c'est pas, dire: «Ah bah, toi, tu es blanc donc, toi, tu es une femme donc». Non, non, en fait, il y a pas de donc. Le donc, c'est toi qui le crée. C'est toi, qui vas développer ta propre vie, être responsable de ta propre vie. Il faut développer un discours d'espoir pour cette jeune génération. C'est pour ça qu'on a gardé le nom historique Génération Libre parce qu'on a Mmh. été fondé en 2013 par Gaspard Koenig, mais, les combats restent les mêmes malheureusement, 13 ans plus tard, quoi. Il y a, il y a différentes écoles de pensée dans le libéralisme classique par rapport à l'implication politique. Bon, il y a des gens qui disent qu'on ne doit pas faire d'implication politique parce qu'il n'y a rien de bon à atteindre sur ce terrain-là. Il y a des gens qui disent qu'on doit faire de l'implication politique, mais sur la base de nos idées. Puis il y a des gens qui pensent qu'on doit faire des alliances circonstancielles parce qu'on n'a pas le choix de les faire. Et je pense qu'un des derniers exemples de ça, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis dans la dernière campagne présidentielle où Trump allait courtiser les libertariens, entre guillemets. Et là, tu avais comme une frange des républicains incarnés par Vivek Ramaswamy, par Elon Musk qui s'était joint à tout ça et par d'autres qui disaient, nous, on va faire comme Javier Milei, on va passer la tronçonneuse dans l'État, on va faire le Doge, on va faire tout ça. Puis très rapidement, on s'est aperçu ce qui était peut-être un peu prévisible, tu me diras, mais c'est que le volet étatiste, le volet national conservateur des républicains a pris très tôt le contrôle de l'agenda pour imposer bon, les tarifs, puis pour tout l'agenda libéral qui était présent a été mis pratiquement au rencard en disant non, même Doge aujourd'hui, ça n'existe plus. En fait, Ouais. ça a été assimilé. En fait, maintenant, ces gens-là font des sites web pour le gouvernement, là. Et donc, est-ce que au niveau de la France, vous regardez ce genre d'exemple-là et que ça crée des discussions à l'interne sur justement les alliances qui sont possibles? Est-ce que les libéraux sont toujours voués à se faire rouler dans la farine d'une certaine manière parce qu'il y a des conservateurs ou des gens plus à droite socialement qui vont dire: «Ah oui, moi je suis ouvert à ça, les idées libérales, à condition qu'on prenne mon bagage ou mes idées sécuritaires, anti-immigration, tout ça». Mais au niveau des libéraux, est-ce que c'est une discussion que vous avez dans les milieux français de dire: «Écoutez, on n'a pas le choix de faire ces alliances-là» ou encore: «On ne peut pas les faire parce que de toute façon, on va se faire rouler dans la farine», c'est certain. Tous les exemples le montrent, là. C'est, une question, hyper intéressante. Je serais intéressé aussi d'avoir votre, ressenti, votre son de cloche au Canada. Je sais pas comment ça a été, interpréter ce qui s'est passé. Mais nous, on a eu un schisme et un schisme en cours, c'est une séparation entre les libéraux, entre ceux qui croient en ce qu'on appelle l'union des droites. Il y a un gros mouvement qui pousse, soutenu par des milliardaires comme Sterrin, qui pousse vers l'union des droites avec l'idée que, bah, en gros, électoralement, il faut un stop entre la droite modérée et la droite radicale pour mener un programme qui serait, pro-business sur le plan économique et ferme sur le plan migratoire et conservateurs sur le plan sociétal, et ceux qui, comme moi et nous, on a pris des positions en public qui nous ont coûté cher, on va dire, en termes de enfin, on s'est fait des ennemis, quoi. Ce qui est de dire: «Bah, en fait, on refuse cette union des droites parce que les libéraux n'ont rien à gagner». Peut-être qu'ils auront même pas une baisse d'impôts quelque part ou peut-être 3 fonctionnaires en moins, voilà, en termes de taille de l'État. Mais l'histoire nous montre et moi j'ai regardé, de près ce qui s'est passé aux États-Unis. J'étais très sceptique de l'alliance de certains libertariens. Il y avait un mouvement Libertarians for Trump, je crois, qu'avait lancé Bloc, Mmh. peut-être que Vincent pourra nous confirmer vu qu'il habite aux États-Unis. Mais moi j'étais très sceptique, je me suis dit: «Bah, en fait, à chaque fois, les libertariens sont les ou les libéraux classiques même modérés, sont les dindons de la farce, quoi. Ils se font cocufier, faut inventer plein de termes et donc
stratégiquement, je trouve que ça ne fait pas de sens. C'est pas payant d'un point de vue utilitariste, il y a pas beaucoup de gains, comme tu l'as rappelé Franck. Et d'un point de vue, purement, idéologique, moi, désolé, j'étais formé un peu en philosophie politique, ça n'a aucun sens. C'est des idéologies quasiment opposées, quoi. D'un côté, vous avez une philosophie de la modernité, libérale qui dit: «Bah, en fait, on accepte le progrès, la société, c'est un ordre spontané tiré par des individus qu'on va pas trop contrôler, à partir du moment où ils nuisent pas aux autres». Et d'un autre côté, vous avez une sorte de droite rance, réactionnaire, qui veut que la société soit figée, revienne en arrière, et que pour ça, on va mener des politiques très interventionnistes pour qu'elle revienne en arrière. Ça n'a aucun sens, et aussi ces combats culturels communautaristes, en gros, on dresse les groupes les uns contre les autres, pour des libéraux, ça fait pas beaucoup de sens parce qu'on veut que l'identité des gens soit individuelle. Bon, évidemment, on vit dans des familles, dans des nations, mais il faut que ce soit, libre, et changeant, en fonction de contrats individuels. Donc intellectuellement, ça ne fait pas de sens, et d'un point de vue stratégique, je suis pas sûr qu'on gagne grand chose. Donc nous, Génération Libre, on a pris, clairement, on a écrit, un article dans Libération, on assume d'avoir écrit dans un truc de gauche pour dire: «Bah, nous non, quoi, en fait». Et globalement, je dirais qu'on est majoritaire en réalité à refuser cette alliance contre nature, chez les libéraux, mais on en parle souvent, hein, clairement. Parce Mais que il y a une tendance qui se dessine qu'en gros, il y aura peut-être, ouais, 2-3 journalistes ou essayistes libéraux qui, vont faire cette, alliance, mais globalement, on a tenu bon. C'était assez tentant quand même. Globalement, on est assez convaincus que la droite radicale va faire un très bon score ou gagner les élections. Effectivement, c'est tentant de vouloir être conseiller du prince, machin, mais moi, je mmh suis dans l'attitude un peu de Hayek qui disait: «Dans les années 40-50, c'est traverser des déserts, les gars. Semez des think tanks, semez des idées, et dans 20-30 ans, peut-être que vous les récolterez». Bah, je suis un peu dans cette optique-là, hein. Voilà. Ouais, parce que Ouais, au ouais, parce que beh, juste, parenthèse, parce que tu demandais comment nous, on le voyait un peu. Même au Québec, on a vécu cette expérience-là, sans dire qu'il y a eu une alliance entre la droite libérale ou puis la droite radicale, parce que ça n'existe pas vraiment au Québec, mais l'expérience de ce qu'on appelle la coalition Avenir Québec, la CAQ, c'est un peu une genre d'alliance comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait des gens dont je pense à Yuri Chassin notamment et d'autres, des gens qui étaient plutôt des free market, donc des gens pour le libre marché, qui se sont joints à cette coalition-là en disant, ben, en gros, c'était quoi la coalition? C'était une coalition de ce que nous, on appelle droite économique, donc c'est-à-dire un peu de libéralisme économique, adjoint à de l'identitaire québécois sans l'obsession référendaire du Parti québécois. Donc, en gros, c'était quoi? C'était on va moderniser l'État québécois, on va couper dans la bureaucratie, on va libéraliser, on va faire tout ça, mais en parallèle de ça, on va essayer de contenter la population sur l'agenda de la protection de la langue française, de la laïcité, les signes religieux, ce genre de choses-là. Finalement, on s'est rendu compte que l'agenda le plus facile à sacrifier, c'était celui de la libéralisation, évidemment, parce que ça implique des changements sociétaux majeurs, du mécontentement. Par contre, l'agenda identitaire, lui, est très facile à satisfaire parce qu'il coûte rien, en gros, et qui fait plaisir à la population. Donc, on parle un petit peu de voile islamique, on parle un petit peu de français, on fait des lois identitaires, ce genre de choses-là. Ça se fait rapidement. Donc, le volet identitaire de la coalition, lui, est satisfait, mais le volet libéral de la coalition, lui, il se fait constamment cocufier. On appelait ça cacufier par chez nous. Et ces gens-là se sont retrouvés, après quelques années, à partir les uns après les autres pour rejoindre finalement soit aller dans l'abstention ou rejoindre le nouveau Parti conservateur du Québec, parce qu'ils se sont rendus compte que ce pourquoi ils s'étaient engagés, en réalité, cette partie-là de l'agenda, exactement comme je l'ai dit pour Trump aux États-Unis, a été entièrement sacrifiée. Donc, il n'y a eu aucune libéralisation, il n'y a eu aucun mouvement vers ces idées-là. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu ça le destin. Puis la mécanique reliée à ça, je pense que c'est la faisabilité de la chose. C'est-à-dire, l'identitaire coûte rien à faire. Ouais, c'est une C'est très plus bonne, ou ouais. moins facile à implanter. Ça ne dérange pas trop les gens, surtout pas la majorité. Mais les réformes libérales économiques, elles sont dangereuses politiquement parce qu'elles amènent beaucoup de mécontentement. Il y a beaucoup de gens que tu vas déposséder d'une certaine manière en faisant Mmh. ça. Parce que je ne sais pas si c'est ton analyse un peu, là. Ah si, totalement, c'est très intéressant. Le signalement de vertu ne coûte pas grand-chose, alors que les réformes économiques, mais moi, ce que j'ai vu en tant que chercheur en sciences politiques dans ma thèse de doctorat, j'ai vu que les expériences de libéralisation les plus poussées, les plus abouties, c'est celles où il y avait un véritable discours de légitimation avant les élections avec des leaders convaincus qui ont justifié devant les électeurs leurs réformes. Et ce qu'on appelle les réformes furtives, c'est-à-dire des petites réformes incrémentales,
vous pouvez les faire à la limite dans une coalition, que vous n'avez pas parlé de ça aux électeurs avant, mais ça ira jamais très, très, très loin. Ce sera très impopulaire. Moi, je crois beaucoup à la logique du discours, assumé avant les élections et le risque, c'est que si vous avant même que vous gagnez quoi que ce soit avec un parti à des grosses élections, vous commencez à vous mélanger à d'autres et à changer votre voix pour qu'elle soit plus audible auprès des étatistes, après vous perdez votre voix, en fait, vous devenez aphone, elle ne porte plus. C'est le risque de se mélanger, donc avant de faire des alliances, il faut être soit majoritaire ou soit à égalité en termes Mmh. numériques et pour ça, il faut faire un vrai travail de pédagogie auprès de la population. C'est pour ça que je crois beaucoup à la démarche, par exemple, de l'Institut économique de Montréal ou des gens comme Vincent Geloso, ou ce que vous faites, d'ailleurs, de la pédagogie, de l'éducation, on va dire, économique dans le cadre de Vincent. C'est plus efficace. Mais après, moi, je blâme pas ceux qui comme Yuri Chassin, par exemple. C'est très courageux, en fait, ce qu'il a fait, hein. C'est pour ça qu'il faut pas le blâmer, hein, de se présenter devant ses Ah! électeurs, d'essayer d'influencer les choses. Hem, mais à mon avis, il était et aussi, il faut voir combien vous êtes. Alain Madelin, par exemple, si on reprend l'exemple français, il a réussi à faire beaucoup de choses, parce qu'ils étaient 10-15 politiques, là, à la fois. Ça s'appelait la bande à Léo. Je vais pas faire l'histoire du truc, mais juste pour raconter que c'est important aussi de pas y aller tout seul, y aller organisé. Quand il y a quand même un socle, dans les années 70, il y avait un président qui s'appelait Valéry Giscard d'Estaing, qui était, à mon avis, le président le plus ouvert à ces idées-là. Donc il y avait une bonne fenêtre d'opportunité. Quand vous y allez trop tôt, vous risquez d'être aphone et de perdre votre voix, quoi. Mais je sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais Ben, moi, je vais ajouter quelque chose, puis ça, je vais te poser une question parce que j'en ai une, puis je pense que c'est celle qui est peut-être la plus. Moi, je pense que c'est celle que j'ai le plus hâte de t'entendre sur ça, puis je pense que c'est celle qui va aussi intéresser les auditeurs. Mais moi, j'ai toujours accepté l'idée que pour être libéral, il fallait être intransigeant. Tout simplement parce qu'une minorité intransigeante qui le fait sur la base d'une idée dans une élection peut facilement créer une coalition, être le joueur pivot. En étant le joueur pivot, tous les autres partis qui essaient de se coller à l'électeur médian doivent composer avec ta présence. Et étant obligés de faire ça, ben, ils sont obligés eux-mêmes de se modérer. Donc, même si tu n'es pas au pouvoir, tu forces toutes les autres à te tenir en compte. C'est pour ça que j'ai toujours été dans l'argument que si tu es libéral, il faut que tu sois intransigeant avec tous les étatismes et que tu formes, tu n'as pas besoin d'être 20-30% de l'électorat, mais avec 10, mettons, de gens qui te suivent, tu peux forcer les partis à se modérer. Et là, tu as un environnement qui reste quasi libéral, mais qui fonctionne assez bien, qui est passable, qui évite les dérives autoritaires. Et c'est un peu, c'est pour ça, puis en plus, tu sais, j'ai toujours dit l'autre phrase qui vient avec, c'est le quasi-socialisme, c'est toujours un goulag proche de l'utopie, alors que le quasi-libéralisme, même dans son application la plus imparfaite, c'est l'éradication de la pauvreté sur Terre, c'est l'émancipation économique des plus pauvres, c'est l'éradication de la mortalité infantile. Je suis prêt à accepter le quasi-libéralisme, et si pour ça, tout ce que j'ai besoin, c'est de convaincre une minorité intransigeante de gens qui ne veulent pas faire de compromis sur les libertés individuelles, ben parfait. Après ça, le reste, ça sera les différents imparfaits qu'on doit naviguer, mais des imparfaits qui sont nettement moins graves que les autres. Mais dans ma réponse, il y a quand même quelque chose qui me mène un peu à la question que j'aimerais te poser. Il y a toujours des mythologies qui sont avancées dans toutes les places. En fait, en France, tu as des mythologies qui ressemblent beaucoup à celles du Québec sur l'État. Fait que pour nous, on a l'austérité, le déficit zéro. En France, il y a le tournant de la rigueur. Donc ça, c'est l'espèce d'effort où est-ce que tous les services publics ont été éliminés. Au Québec, on a la Révolution tranquille, qui est l'espèce d'âge d'or de l'étatisme. En France, c'est les 30 glorieuses. Ici, on a un âge, une période sombre, une grande noirceur qui est pré cette grande révolution étatiste. Vous avez la Troisième République avant la Première Guerre mondiale qui est présentée comme la pire chose qu'il y a jamais eu sur Terre. C'était inégal. Il y avait des abus. Les pauvres étaient plus pauvres. Les pauvres s'empauvissaient. Puis un peu, à quel point c'est de la mythologie ou est-ce que c'est des faits? Puis à quel point est-ce que, mettons, dans le discours des référents historiques, est-ce que les libéraux devraient essayer de réclamer certains des mythes pour au moins l'effort de pédagogie, de dire
arrêtez de dire vos niaiseries, là. La Révolution tranquille, c'était pas super. C'était pas super. Le tournant de la rigueur de Mitterrand, il n'y en a pas eu. Arrêtez de dire de la bullshit, etc., etc. Oui, c'est un travail qu'on essaie de faire, c'est très compliqué, hein. Les gens sont ou même, par exemple, quand ils disent que Emmanuel Macron est néolibéral sur une histoire plus récente, ou que le dernier, budget était austéritaire, c'est très compliqué parce que les je sais pas, parfois les Français, surtout les journalistes français ils aiment pas les graphiques ou les faits, quoi. Moi, dans ma tête, j'ai 50 graphiques pour montrer qu'il y a pas eu de tournant néolibéral en France. Pour de regarder les dépenses, ça augmente, regardez les dépenses sociales, ça augmente, le nombre de fonctionnaires augmente, regardez la réglementation augmente, regardez la générosité de la couverture de l'assurance chômage augmente. J'ai fait ça, moi j'arrête pas. Alors déjà, ça m'a coûté ma carrière académique en France d'avoir fait ça, parce que quand vous êtes une minorité que moi, il y a un type qui m'a dit, un prof d'université qui m'a dit: «Bon, ce que tu dis, ouh là là, ça va contre la littérature». Je dis: «Bah oui, bah c'est la science, c'est Karl Popper, voilà, ouais». Ils m'ont dit: «Ah non, fais pas ça, c'est politique». Bah non, c'est pas politique, c'est les données, quoi. Donc on le fait, c'est compliqué. Et moi, je pense qu'il faut réclamer des périodes de l'histoire française comme la Troisième République, où on peut se balader dans Paris, pointer des bâtiments. Regarde, c'était la période où il y avait des accords de libre-échange, c'était la période où l'État était relativement faible, où globalement, il y a eu plein d'entrepreneurs, des générations d'entrepreneurs qui datent pile de cette époque-là. Et d'ailleurs, j'ai remarqué ça en faisant du vélo, genre l'entreprise, voilà, les pneus Michelin, plein de trucs liés au vélo, en fait, ça date de cette époque-là. À l'époque, globalement, on pouvait tenter des choses, quoi. On pouvait entreprendre. Ou dire aussi, je dis toujours: «Saviez-vous qu'il y avait la concurrence entre plusieurs services électriques en France?» Il y avait plusieurs entreprises qui fournissaient Mmh. l'électricité à Paris. Il y avait la concurrence, en fait, hein. Pareil, apparemment pour l'eau, en fait, il y avait une période globalement d'âge d'or avec fort taux de croissance et qui a donné à plein de choses d'un point de vue artistique. Moi, je rappelle tout le temps que le mouvement des impressionnistes était lié aussi à la prospérité parce qu'il y a des gens qui finançaient les impressionnistes contre, les artistes, qu'on appelle ça classiques, qui étaient eux soutenus par l'académie et par l'État, quoi. Donc en fait, c'était un peu, c'était des galeries d'art financées par des riches industriels français et cetera. Donc Mmh. il y a plein à mon avis, il fait un narratif à développer sur, des bâtiments qui restent jusqu'à aujourd'hui, qui sont beaux, qui datent de cette belle époque justement. Après moi je suis pas spécialiste, je suis pas historien comme toi, Vincent, mais je pense qu'effectivement il y a un travail à mener là-dessus et à mener sur la pseudo-austérité, tournant de la rigueur, mais là, je crois que ça marche plus ce narratif-là sur le tournant de la rigueur, parce que les gens se rendent bien compte que la dette, il y a une prise de conscience sur la dette qui est très importante. On le voit dans les sondages, c'est-à-dire que les Français, ça commence à devenir prioritaire. Ils ont vu ce que ça faisait à la Grèce, ce que ça faisait au Portugal, ce que ça faisait. Ils commencent vraiment à prendre conscience sur la dette. Ça, c'est déjà pas mal, mais je pense qu'il faut être aussi positif. Donc regardez ce qu'on a fait de beau en France, nos entreprises les plus belles, et bah, elles datent d'une époque où en fait on laissait faire les gens, quoi. Voilà, Mmh. en gros, je pense que je suis entièrement d'accord avec toi, et je pense qu'il faut le faire, davantage, quoi. Écoute, on a pas mal fait le tour des grosses questions, mais j'en ai comme une petite rafale de plein qui me restent en background. Puis comme il reste 8 minutes, je vais les shooter les plus vite possible, puis tu me diras ce que tu en penses. La première, c'est les gens se souviennent, puis souvent, en fait, ça nous est sorti au Québec, que Jean-Marie Le Pen, dans le passé, avec le Front national, avait dit des choses libérales. Est-ce que ça, c'est Pour vrai un ou... pour un Reagan français. Ben oui, c'était son Ouais, slogan de 87, je pense. quelque Oui, chose Quelque oui, chose comme comme tout à ça. fait. Ouais. Bien Fait que, renseigné. Oui. fait que ça, c'est la première question. La deuxième, c'est sur le... En fait, commence avec celle-là, on va voir combien de temps tu couvres, puis sinon, je poserai la Non, mais ça va dernière être après. très court, oui et puis vous êtes déjà renseigné. Effectivement, il était présenté comme le Reagan français dans les années 1980. Il avait des économistes libéraux qui écrivaient son programme économique, mais une fois de plus, si je considère que le libéralisme, c'est baisser les impôts et baisser les impôts sur les particuliers et les entreprises, oui, Jean-Marie Le Pen était libéral. Après, est-ce qu'il se battait pour la liberté de chacun de mener sa vie comme il l'entend? Je crois pas. Voilà, donc non, est-ce qu'il était pour la non, il était juste, fiscalement libéral, mais ça fait pas de Mais c'est un point que peu de gens notent, là. Mais en réalité, ce qu'on a appelé la dédiabolisation du Front national, qui est rebaptisé Rassemblement national, c'est qu'en réalité, on nous a toujours dit que la fille était plus modérée que le père sur les questions d'identité puis d'immigration, tout ça.
Mais la vraie différence entre les deux, pour avoir suivi un peu le truc, c'est qu'il est beaucoup plus étatiste que son père, en fait. Oui, totalement, Lui, oui. lui, a eu, lui si vous allez voir des vieux discours de Le Pen des années 80, il y avait un discours anti-fonctionnaire, anti-bureaucratie. Et ça, c'est quelque chose Ouais, qui a été parce que complètement évacué de chez sa fille, là. son premier engagement politique, c'était pas l'extrême droite, c'était dans le mouvement poujadiste, un mouvement antifiscaliste. Il a été député poujadiste, c'était un mouvement d'artisans commerçants qui disaient: «Marre de payer des impôts» et cetera. Donc c'est ça qui a marqué son engagement de jeunesse aussi. Donc c'est pour ça qu'il avait cette fibre-là que n'a pas sa fille. Et moi je le sais de sources proches, de conseillers, enfin de gens qui connaissent des conseillers de Marine Le Pen. Elle est hermétique, à la libéralisation, économique, et sur les questions sociales, elle est sincèrement, socialiste. Après, elle est élue sur des terres socialistes du nord de la France aussi. Ça aide pas. Son coût pour changer d'idée devant ses électeurs, c'est très élevé. Donc elle est foncièrement socialiste. Ce que je dis aux gens qui votent RN, bah, OK, mais votez pour des gens qui sont foncièrement socialistes et dépendent d'électeurs socialistes. Donc voilà, c'était trop long, désolé. Non, c'est parfait. Écoute, ça m'amène un peu. C'est pas la question que j'allais poser, mais peut-être que ça serait bon. C'est quoi, disons, pour toi, les 3 livres, si on veut, les 3 meilleurs livres libéraux des dernières, disons, 30 ans, mais qui viennent de France. Donc, t'as pas le droit de dire autour du libéralisme en 80 OK, idées, qui est définitivement le meilleur de tous les livres sur le libéralisme. Je vais donc imposer une caution pour dire c'est quoi les 3 choses que, pour nos auditeurs, qui vaudraient la peine d'être achetées. Puis j'enverrai les liens à Frank pour qu'on les mette dans les choses, parce que contrairement à ce que beaucoup de podcasts radio-canadiens, excuse-moi, de Radio de Montréal, de l'île au génie, disent, on a beaucoup plus d'érudition que. On n'est pas, on n'est pas si cave que ça pour des caves. non, mais je c'est juste que j'avais pas préparé la réponse à la question. Je vais essayer de les sortir de tête comme ça, j'espère que je vais pas regretter. Mais il y a le livre de Ferghane Aziari, «Les écologistes contre la modernité». Alors pourquoi je le cite? Parce que dans son livre, il explique que les nouveaux antilibéraux, les nouveaux ennemis de la liberté qui ont le plus d'impact dans les esprits, c'est, les écologistes, mais version décroissante. Et Hum. en fait, c'est vrai que moi, je suis très inquiet par la décroissance, parce que la croissance, c'est ce qui a permis le progrès, en fait, social. Et donc il analyse ça très bien, et puis il donne beaucoup de contre-arguments à toutes les thèses décroissantes. Il le fait ça dans un style très simple, très clair. Donc les écologistes contre la modernité de Ferghane Aziari. La grande nurserie de Mathieu Laine, c'est plus ancien, 2006 de mémoire. Et alors lui, il dénonce l'État nounou, l'État Père Noël, et comment, en fait, plein de réglementations comme le principe L'État de Père Noël. précaution. Non, mais c'est ça, mais c'est moi, C'est parfait, c'est mon c'est terme. parfait, c'est Non, parfait. c'est mon terme. Faut qu'on avertisse Joanne Marcotte là-dessus. C'est encore mieux que le gouvernement. Non, mais en fait, je dois rendre hommage à mon père qui s'appelle Brooks, qui était britannique, et puis il est arrivé, il était pas forcément très politisé. Il arrive, il dit: «Mais en fait, les Français prennent l'État pour le Père Noël», et puis je lui ai piqué. C'est l'État Père Noël, mais lui, en fait, lui, il appelle ça la grande nurserie, donc l'État nounou. Il explique qu'il y a plein de principes, comme le principe de précaution, les taxes sur le sucre. Et ça a été un des premiers dans les années 2000 à tirer la sonnette d'alarme. Donc, la grande nurserie, Mathieu Laine, qui explique comment c'est insidieux et comment on devient en fait des enfants, mais maternés, quoi. Et donc ça, il y a un côté éthique, moi j'aime beaucoup, dans le libéralisme. Après, je peux pas citer Pierre Lemieux parce qu'il est québécois, mais donc ça fait 2. Et sinon, il y a les ouvrages, on va dire, de Jean-François Revel, comme Mhm. L'absolutisme inefficace, qui montre à quel point, quand l'État veut tout faire, veut s'emparer de tous les sujets, tout décider de manière centralisée, il devient complètement inefficace. Donc c'est un paradoxe, en fait. Et les Français disent: «Bah, plus il y a d'étapes, ça va être efficace», ça, et ils tordent le cou à cette idée dès le début des années 90. Donc voilà, 3 essais qui me viennent à l'esprit. Mais j'ai pas bien réfléchi à la question, j'ai dû en oublier. Non, mais c'est bon, parfois, c'est bien de dire ce qui nous passe par la tête sans trop y réfléchir, parce que quand on y réfléchit, je vais enlever lui, je vais mettre plutôt ça, je vais. Ouais, ouais. Ouais, le tac au tac puis le scripté, on va laisser ça aux gens de Radio-Canada. Euh, c'est pour ça qu'il y a plus de Ah gens qui oui, nous écoutent que les podcasts et d'Elisabeth Lemay. Excuse. je me pose une question, je réponds à une phrase. La priorité libérale, enfin la priorité de politique publique pour un libéral, selon moi, c'est de privatiser l'audiovisuel public, tout l'audiovisuel public, toute la production de médias. Voilà, parce que c'est la clé pour créer un véritable libre marché des idées, auquel vous contribuez avec cet excellent podcast que je vais essayer de faire connaître auprès de mes camarades français. Voilà.
On va essayer de soigner notre langage un peu pour les prochains épisodes. Mais écoute, en terminant, ce qui me fascine le plus dans ce que tu nous racontes depuis le début, c'est que je pense que les gens vont écouter ça, vont se dire: Ah, ça parle de la France, je sais pas trop, on est au Québec, mais vous avez vu à quel point on parle des mêmes sujets. Bien Exactement les sûr. mêmes choses. C'est ce que tu viens de dire sur l'audiovisuel. Je veux dire, ça a été un. Plusieurs disent que c'est l'erreur du Parti conservateur canadien d'avoir promis de définancer le diffuseur public qui est CBC Radio-Canada. Mais c'est un débat qu'on a ici depuis toujours, là, à quel point à quel point cette institution-là est devenue un vecteur pour transmettre les idées du statu quo, puis finalement d'être absolument pas neutre. Donc, les sujets qui sont les vôtres en France sont comme les mêmes pour nous, finalement. L'État obèse, Totalement. l'État qui est complètement encrouté dans son immobilisme, et comment on fait pour le changer. Finalement, c'est la même question. Peut-être à cette nuance près qu'au Québec, c'est peut-être plus modéré pour l'instant, au sens où notre gauche à nous est peut-être un peu moins intense que la Non. vôtre, et même chose de l'autre On parle de côté. liberté d'expression, ce qui m'a frappé, au Québec, chez la gauche notamment, mais pas que, c'est le wokisme. C'est la liberté Ouais. d'expression, elle est là, on résiste beaucoup mieux d'ailleurs. En France, par exemple, sur l'écriture inclusive, sur les règles, dans les universités, il y a un backlash où il y a quand même des présidents d'université qui disent: «Bon, non, on doit être neutre, on doit assurer un peu de pluralisme». Et ça, je crois que moi, quand j'étais là-bas, c'était intenable. On n'avait pas le droit de parler de certains sujets. Quand on était il s'était marqué sur les fiches d'embauche qu'on allait être discriminé si on était un homme. Enfin, ça allait loin, là. Moi, je trouvais que ça allait beaucoup plus loin pour le coup au Québec qu'en France, où Hum. là, on Ouais, résiste sur cet aspect-là. plutôt pas mal, quoi. Et notamment grâce à la gauche républicaine, voilà, une partie de la gauche, quoi, on va dire. Hum. Voilà. Et on pourrait en discuter pour des heures. J'espère qu'on aura d'autres collaborations, Oui, et absolument. d'autres discussions. Avec plaisir. Écoute, on te réinvitera pour parler de d'autres sujets. C'est vraiment pas ça qui manque, les, Ouais, malheureusement. les idées de sujets. Donc, ben écoute, je sais pas si tu avais un mot de la fin, Vincent. Non, moi, tout est dit. C'était, comme je disais, comme je le dis tout le temps, ça fait partie. Plus t'en sais, plus c'est facile de faire l'hygiène intellectuelle. Exact. Merci beaucoup, Kevin Merci Brooks, beaucoup pour d'avoir été votre avec nous. invitation, c'était super. Merci. À bientôt.